La politique donc avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous. En direct et en studio, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actu-J. L'information est tombée ce matin sur les réseaux sociaux, en fin de matinée en réalité. Nicolas Sarkozy annonce la parution le 10 décembre prochain d'un livre, Le journal d'un prisonnier, ce sera son titre, publié aux éditions Fayard. Je cite le tweet de Nicolas Sarkozy: « En prison, il n'y a rien à voir et rien à faire. J'oublie le silence qui n'existe pas à la santé, où il y a beaucoup à entendre. Le bruit y est hélas constant, mais à l'image du désert, la vie intérieure se fortifie. » En prison, ça va être un événement à la fois littéraire et politique, cette sortie de... Ça sera un événement parce que ça va être lancé comme un événement. Maintenant, c'est vrai qu'il avait... c'est ça qui est à mon avis intéressant dans l'annonce de ce livre, qui était attendu en réalité. Il avait dit deux choses. Peut-être pas aussitôt. Quand même. Oui, je suis d'accord avec vous. Absolument, vous avez raison, Steve. Mais les délais, vous savez, de fabrication des ouvrages se sont raccourcis pour des hautes personnalités. Alors c'est vrai qu'il l'avait dit. Il avait dit: je vais méditer, je vais écrire en prison. Il l'avait dit. Et par ailleurs, il file une métaphore, vous voyez, la vie intérieure, ça, une métaphore spirituelle, voire métaphysique, qui était déjà présente avant son entrée en prison, à la santé. On se souvient des quelques livres qu'il avait pris voilà, à la santé. Et où au fond, voilà, la vie de Jésus, etc. Donc il se compare mutatis mutandis avec de hautes figures spirituelles. Et je pense qu'effectivement, le livre ne sera pas seulement une prise à témoin de l'opinion sur un plan strictement politique, mais une façon de contribuer, avec l'intelligence qu'on lui connaît, à sculpter une stature plus large, plus vaste, de peut-être future nouvelle référence morale de la société française, car il n'est plus dans la course présidentielle, en tout cas pas dans l'immédiat, mais en revanche, il veut avoir ce rôle-là d'une vigie morale de la société française. Je pense que c'est autour de ça que le livre va se configurer, me semble-t-il. Sorti le 10 décembre donc de ce livre, Nicolas Sarkozy. Chez son ami Vincent Bolloré d'ailleurs. Hein. Aux éditions Fayard. Alexis Emmanuel Macron, de son côté, a entamé hier une tournée sur le continent africain. Au programme Maurice, où le chef de l'État est arrivé hier, puis l'Afrique du Sud, le Gabon et l'Angola. L'objectif pour l'Élysée est de renouveler la relation avec l'Afrique dans une logique gagnant-gagnant. Ça devenait urgent? Oui, alors vous pouvez y inclure d'ailleurs l'océan Indien, parce que ça commence avec ça a commencé plutôt avec une visite qui, je crois, est achevée désormais auprès du Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam. L'île Maurice, c'est juste à côté de nos deux départements, du département de la Réunion et du département de Mayotte. Le département de la Réunion comporte à peu près 800 000 habitants, l'île Maurice à peu près 1,3 million d'habitants. Donc vous voyez, c'est des proportions quand même importantes. Il y a des enjeux, il y a différents enjeux, il y a des enjeux industriels, il y a des enjeux sécuritaires, notamment sur la pêche, la protéger des narco-bandits, etc. Donc ça, c'est d'ailleurs une problématique qu'on a dans tous les Outre-mer. Et il y a des enjeux géostratégiques. Vous m'interrogez là-dessus, vous avez parfaitement raison. La France, aujourd'hui, dans l'océan Indien, mais aussi en Afrique australe, puisque c'est cette même région, en fait, hein, tout le sud de l'Afrique et toute la partie de l'océan Indien, dans laquelle, encore une fois, la France a deux départements voisins de l'île Maurice, la Réunion et Mayotte. Les enjeux sont géostratégiques et ils sont majeurs. Pourquoi ? Car les démocraties libérales, si on le dit très rapidement, sont aujourd'hui défiées par les appétits d'ogres illibéraux. Qui sont ces ogres illibéraux ? En premier lieu, la Russie et la Chine. Tout à fait. La Russie et la Chine. Et vous pouvez même y adjoindre, d'une certaine manière, la Turquie, même si son classement parmi les illibéraux fait question. Mais enfin, grosso modo, on peut dire ça comme ça. Et donc, les démocraties, France en premier, en Afrique, se retrouvent challengées par les appétits de ces ogres illibéraux. Et donc, effectivement, par-delà les enjeux de coopération industrielle et sécuritaire, il y a un enjeu plus vaste, plus global de nature géopolitique ou géostratégique qui consiste à ne pas laisser aujourd'hui ces ogres illibéraux étendre leur emprise sur les sociétés africaines et notamment en Afrique australe. Alors je lis beaucoup là ces jours-ci, enfin depuis hier, que c'est une revanche par rapport à des échecs en Afrique de l'Ouest. Je ne crois pas qu'il faille voir les choses comme ça. C'est plutôt, si vous voulez, la tentative de faire porter le message de la France, on va en dire un mot dans un instant, à Pretoria notamment, dans un continent africain qui y est lié évidemment de manière indissoluble sur le plan historique, c'est absolument évident. Il y a une communauté de destin avec l'Afrique, et notamment bien sûr avec l'Afrique francophone, mais pas seulement. Mais c'est aussi une volonté justement de marteler, de marquer ce message dans un moment de la vie internationale où effectivement sur le continent africain,
qui est un des continents de l'avenir. Manuel Valls l'avait dit quand il était à la tête du ministère des Outre-mer, il avait parfaitement raison, c'est le continent de l'avenir. Mais il y a aujourd'hui des messages qui brouillent le message français. Et Par exemple, je pense notamment au message chinois et au message russe. Vous voyez, donc il y a une volonté de répondre à la propagande anti-française qui accuse la France de pratiques néocolonialistes sur le continent africain. D'abord, si vous voulez, les pratiques néocolonialistes, entre nous, quand on regarde l'histoire récente, moi je ne suis pas un avocat des gouvernements français, mais il faut être équitable. Pratique néocolonialiste pour pratique néocolonialiste, vous trouvez beaucoup plus de néocolonialisme chez les illibéraux qu'on vient d'évoquer, notamment les Chinois, qui ont une approche mercantiliste, mais sans aucune générosité. La France, c'est mélangé. Il y a des intérêts, bien sûr, mais il y a aussi de la générosité. Souvenez-vous, la grande opération que François Hollande avait déclenchée pour sauver le régime malien face à l'avancée des djihadistes. Ça, c'était en 2013. Vous voyez, ça s'est terminé à Tombouctou. Il a dit c'est le plus beau jour de ma vie. Quand le peuple de Tombouctou, le peuple malien, a remercié Hollande de cette opération pour sauver le régime malien d'une submersion par les djihadistes. Donc, si vous voulez, on est capable de gérer les intérêts. En même temps, 10 ans plus tard, on reproche à la France cette présence. On a reproché à la France cette présence militaire. Mais dites-vous bien que, évidemment, vous avez parfaitement raison, et les Maliens les premiers, mais dites-vous bien qu'effectivement, un des enjeux géopolitiques vastes, j'allais dire métapolitiques de cette visite de Macron, c'est effectivement de faire entendre un message de la France qui repose quand même, qu'on le veuille ou non, sur une forme d'universalisme émancipateur qui n'est pas réductible à des intérêts. Il y a aussi, je suis désolé de le dire comme ça, une forme de générosité, voire d'idéalisme dans le lien que la France continue à entretenir avec beaucoup de pays d'Afrique, et on va le voir à Pretoria, au mémorial de l'apartheid. Alexis, Emmanuel Macron participera demain, samedi et dimanche au sommet du G20 à Johannesburg en Afrique du Sud. Il en profitera sans doute pour s'adresser à ce qu'on qualifie de Sud global en faisant entendre peut-être sa différence par rapport à la fois à Washington et à Pékin. C'est évident. Alors, et en plus, avec une conscience, je crois qu'il est en train de commencer à avoir. Là, je joue un peu ce rôle de confident de la Providence que Raymond Aron nous avait interdit, mais je crois qu'il commence à avoir cette perception. Le Sud global, c'est une notion intéressante, mais en fait, c'est pas un bloc uni. Il y a de plus en plus, si vous voulez, de divergences. On peut dire que le Brésil est de plus en plus tourné vers l'Amérique. On peut dire que l'Indonésie est de plus en plus tournée vers l'Occident euro-américain. Elle sera d'ailleurs probablement, elle entrera dans les accords d'Abraham bientôt. Et on peut dire qu'une partie du monde africain, musulman, notamment de confession, est en fait en train de se détacher de positions violemment anti-occidentales. Ça paraît paradoxal avec ce qu'on a dit juste avant, mais ça ne l'est pas. Il y a des recompositions géopolitiques. Donc quel est l'enjeu ultime de la présence du président français, je crois, dès cet après-midi à Pretoria, pour célébrer la lutte contre l'apartheid, avec des hautes figures françaises, Jean-Paul Sartre, son mentor Paul Ricoeur, etc. etc. C'est de dire, oui, mais attendez, l'universalisme français, on en pense qu'on veut, on en fait le procès qu'on veut, on peut le wokiser autant qu'on veut, on peut le déconstruire autant qu'on veut. Ouais, mais n'empêche qu'il a contribué aux luttes d'émancipation des peuples. Et il continue, ça sera le message, il continue à contribuer aux luttes d'émancipation des peuples de ce Sud global. C'est ça qu'il veut faire passer comme message. Je ne vous dis pas qu'il a raison, mais l'intention, c'est ça. Alexis, Emmanuel Macron, qui n'a pas réagi publiquement aux déclarations du chef d'état-major des armées françaises, général Fabien Mandon, sur la menace russe à court terme. Ce n'est pas le cas de la ministre des Armées, Catherine Vautrin, pour qui le chef d'état-major des armées est, je la cite, pleinement légitime à s'exprimer sur les menaces. Cette prise de parole du général Mandon doit être comprise dès lors comme une forme d'initiative coordonnée avec l'exécutif ? Je n'en sais rien. Je suis sincère avec vous, je n'en sais rien. Mais le général Mandon va un cran plus loin que ce qui a été dit jusqu'à maintenant par un certain nombre d'officiels français. On en parlait encore la semaine dernière, au moment de la vente par la firme d'assaut de Rafale au gouvernement de Volodymyr Zelensky en Ukraine. Ce qui a été dit, c'est que l'hypothèse d'une guerre chaude, pas seulement larvée comme elle l'est actuellement avec la Russie poutinienne, n'est plus écartée par un certain nombre d'acteurs européens. Entre nous, je suis sincère avec vous, je ne sais pas s'ils ont raison de prévoir une guerre qui pourrait être une confrontation plus directe, mais... Il a expliqué qu'il avait des éléments en sa possession qui lui permettaient d'affirmer que la menace était réelle. Et en règle générale, vous voyez, dans la vie internationale, la meilleure façon de prévenir un conflit armé ouvert, c'est de le préparer, de s'y préparer mentalement pour ne pas avoir justement à le conduire. Donc, vous qui connaissez bien l'Allemagne, vous avez vu peut-être ces images de soldats à Berlin se préparer justement à une attaque russe. Voilà. Alors, c'est troublant comme image. C'est troublant, vous avez raison. Alors, est-ce que cette attaque va avoir lieu
ou est-ce que, encore une fois, on est sur un registre auquel Vladimir Poutine a parfois habitué les Européens, qui est le registre de la menace, de la rodomontade, etc., du gonflage de muscles? Je n'en sais rien. Et je ne le sais pas plus, d'ailleurs, que la plupart, à mon avis, des personnes qui en parlent sur les plateaux. Maintenant, le général Mondon, lui, il a des éléments plus concrets pour en parler. Alors, ce qui a pu choquer, c'est le sacrifice des enfants. Et de dire, voilà, il faut être prêt. Ça peut choquer. Pourquoi ? Parce que dans le moment que nous traversons dans l'Union européenne, dans des pays comme la France, effectivement, il y a une armée de métier. Et donc, c'est vrai que l'idée, vous voyez, de faire appel à la conscription pour défendre le territoire national semble aujourd'hui, dans la perception des gens, semble aujourd'hui quelque chose d'une anticipation un petit peu folle d'une situation qui ne se présente pas à nous tout de suite. Et donc, il y a eu des réactions outrées d'un certain nombre de personnes. Il faut les recontextualiser, je crois. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actu-J, qu'on retrouve évidemment en kiosque. Il n'est pas trop tard pour aller l'acquérir dans pas mal de kiosques dans la région parisienne. À lundi. Avec plaisir. À lundi, Shabbat Shalom.